Point développé dans la première partie du journal, les organismes d'observation électorale qui veulent suivre le déroulement des élections indirectes doivent confirmer leur participation au service d'observation électorale du Conseil. Ils pourront le faire du mardi 27 au vendredi 30 juin prochain selon un communiqué du Conseil électoral provisoire. Les organismes nationaux et internationaux intéressés doivent être munis de la liste annoncée à son groupe lors d'un déjeuner au Capitole, constatant le fossé infranchissable qui séparait les ailes modérées et ultra-conservatrices du parti. Nous allons continuer à discuter au sein du groupe pour résoudre nos différends. Par conséquent, nous n'examinerons pas la proposition de loi cette semaine, a annoncé Mitch McConnell. Nous restons optimistes, a-t-il toutefois ajouté. Selon un sénateur, l'objectif serait de revenir à la charge la semaine du 10 juillet après les vacances de la fête nationale du 4 juillet. Mais beaucoup d'élus doutaient que le fossé puisse être comblé à temps, tant les divergences sont importantes. L'ex-président de l'équipe Clinton auditionné à la Chambre. John Podesta, président de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton lors de la présidentielle de l'an dernier, a été entendu hier à huis clos par la commission du renseignement de la Chambre des représentants. La Chambre basse du Congrès des États-Unis mène sa propre enquête sur les accusations d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle remportée par Donald Trump. D'autres investigations sont encore dirigées par le procureur spécial Robert Mueller ou par la commission du renseignement du Sénat. Donald Trump et Emmanuel Macron ont évoqué hier lors d'un entretien téléphonique la nécessité de travailler à une réponse commune en cas d'attaque chimique en Syrie, dont le chef de l'État français a fait une ligne rouge, a annoncé l'Élysée. Le régime syrien de Bachar al-Assad serait selon Washington en train de préparer une nouvelle attaque chimique. Et près de 3 mois après celle de Khan Sheikhoun qui avait fait 87 morts et provoqué une riposte de l'armée américaine, des activités ont notamment été observé sur la base aérienne syrienne de Sharat. Si M. Assad mène une autre attaque de masse utilisant des armes chimiques, lui et son armée paieront le prix fort, a prévenu le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer. La France qui mène des frappes aériennes en Syrie contre l'État islamique dans le cadre de la coalition internationale a prévenu fin mai et que toute utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit en Syrie ferait l'objet de représailles et d'une riposte immédiate. Toujours en Syrie, l'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme qu'un bombardement aérien mené lundi par la coalition internationale contre une prison tenue par le groupe État islamique a fait 57 morts, dont 42 civils. Et toujours selon cette source, le raid a eu lieu à Mayadine dans la province de Deir ez-Zor. Il semblerait que Daesh ait retranché son commandement dans cette ville située au sud-est de Raqqa, chassée par l'offensive arabo-kurde des forces démocratiques syriennes soutenues par le Pentagone et qui ont repris plusieurs quartiers de l'ouest de Raqqa, l'ancien bastion des djihadistes depuis le début du mois d'avril. Ces 18 derniers mois, Daesh a subi de nombreuses pertes à la faveur des forces arabo-kurdes, mais aussi des forces pro-gouvernementales syriennes. Le rôle des États-Unis dans ce conflit devient de plus en plus complexe. Officiellement, le Pentagone lutte en Syrie contre Daesh, mais les Américains ont déjà mené des frappes contre le régime après une attaque chimique présumée. 6 personnes liées à l'État islamique arrêtées dans 3 pays de l'Union européenne. Le ministre espagnol de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui que 6 personnes avaient été arrêtées pour des liens présumés avec l'organisation État islamique, endoctrinement et radicalisation de possibles candidats au djihad lors d'une opération menée par 3 pays de l'UE. 4 personnes ont été interpellées à Palma de Majorque, une île des Baleares, une au Royaume-Uni et la dernière en Allemagne, a affirmé le ministre. Les polices espagnoles, britanniques et allemandes ont travaillé avec les agences de l'Union européenne, Europol, Eurojust et les bureaux sirènes créés pour partager les informations criminelles et judiciaires entre les membres de l'UE. Et puis, une nouvelle cyberattaque mondiale frappe de grandes entreprises, notamment en France. Une vague massive de cyberattaques rappelant le mode d'action du virus WannaCry en mai a frappé
échappé hier. Simultanément, des entités portées par plusieurs entreprises faisaient état d'un virus par la suite baptisé NotPetya, faisant apparaître une demande de rançon de $300 sur l'écran de leurs ordinateurs. Cette attaque a utilisé le virus Petya A, un ransomware, un rançongiciel, a affirmé l'entreprise ukrainienne Navaya Pochta, qui est temporairement dans l'incapacité de fournir des services à ses clients. En France, les sites officiels du groupe de matériaux de construction Saint-Gobain n'étaient pas accessibles. Un porte-parole indiquant que les systèmes informatiques avaient été isolés par mesure de sécurité. Voilà pour les informations à retenir à l'échelle internationale. Merci Darbouz. Merci Arisma, merci à toutes et à tous. Écoutez Radio Vision 2000 sur le www.radiovision2000it.net. De retour à l'actualité nationale, l'association des femmes des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions AFPROVIF continue de réclamer de meilleurs traitements de la part des responsables de l'institution policière. Mères de famille, pour la plupart, elles affirment être dans l'impossibilité de répondre seules aux besoins de leur progéniture, sollicitant l'intervention urgente du président de la République, des parlementaires et du DG de la PNH, compte rendu Michel Xavier. Cette association regroupe plus de 200 femmes dont leurs maris policiers ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Affirmant être abandonnées à elles-mêmes, ces femmes appellent les dirigeants de la police nationale à se pencher sur leur sort, car incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Betty Garçon et Rose Michel Martineau sont respectivement coordonnatrices générales et responsables des relations publiques au sein de l'AFPROVIF. Association femmes, policiers victimes en fonction, dénoncer mauvais traitement que nous subissons. En bas, mais l'État, après mari, nous fit mourir dans le cadre de travail. Ils ont coupé assurance médicale si mourir, que mari nous fait gagner. Mari nous mourir sous champ de bataille. Il t'a protégé sa vie. Alors nous besoin secours, nous besoin il y a un monde qui peut parler pour nous, pour dire mari, nous c'était policiers, si moun yo mourir qui était si moun, les policiers qui mourir qui étaient 4, 5, 6, 8 petites, depuis mari nous fin mourir, si moun ça yo mal pour l'école, yo mal tout bagage même mal pour manger. Alors qu'il est prévu dans les règlements de la PNH la prise en charge des enfants des policiers assassinés, cet accompagnement est souvent de courte durée, se plaignent les membres de l'AFPROVIF. Mari m'était mourir 4 avril 2005, bon théâtre national, c'est bandit qui entreprennent nos camionnettes. Les mots qui étaient 8 petites, même moi-même, moi, j'ai 6. L'État a commencé à répondre pour aider nous, et puis après nous, c'est tantôt nous pas joindre. Si nous avons souffert, nous, 6 petites, nous commençons à l'école, nous avons perdu l'année. Qui sont faits pour vivre à Tinango? Nous prêtons dans la banque pour nous faire commerce, mais nous avons commerce presque pas de garantie. Moi, c'est un mandat policier, il a travaillé dans le commissariat de Port-au-Prince. Il a attrapé un coup de poudre dans le commissariat sur la machine. Il quitte un petit monde, il a quitté le petit monde dans 7 ans, il a coupé là, sous 6 mois, nous remonté encore sur 2 mois. Les mêmes types, c'est en faveur de femmes. Il a fait 6 mois, il y a bon chèque là. Marie, mon valgain, un an depuis le mourir. Depuis sous 6 mois, il a coupé chèque. Moi, le monde qui était 4 petits monde. Même valgain, un an là, depuis chèque là, coupé 4 petits monde pour payer l'école. Mais si on n'a pas qu'à prendre canem, mais l'école fermée, mais l'école n'a pas réouvert encore. Nous n'avons pas de moyens pour aider des petits monde. Les responsables de l'association des femmes des policiers victimes de l'exercice de leurs fonctions déplorent le fait que l'accompagnement financier destiné aux enfants et épouses des policiers décédés n'est pas prévu dans la Constitution. Elles appellent en ce sens les parlementaires à travailler sur cette question. Ils ont dit, il y a des chèques jusqu'à 18 ans qui pas écrit au côté nous besoin pour députer. Union européenne. Écoutez les déclarations de Thierry Chandler et de Guito Jean-Pierre, respectivement directeur de la DPC et président de la Croix-Rouge haïtienne. Ils étaient au micro de Marie-André Bélange. Le projet ça a initié il y a 2 ans et demi. Son projet a mené avec appui et collaboration la Croix-Rouge et Scout d'Haïti et UNV et programme volontariat Nations Unies. Et son projet conjoint qui était d'abord dressé autour de protection civile, mais qui prend l'utile de manière générale pour tout système volontariat en Haïti. C'est capable de parce que nous-mêmes dans la protection civile, le système est basé sur action et activités volontaires au souterrain. La protection civile qui est pratiquement plus que 2000 volontaires à travers le pays qui paraît pour c'est pour bailler support
la population en cas de besoin, en cas de danger. Maintenant, l'idée c'est mettre en condition côté que yo capable de performer et yo capable de continuer et yo capable de jouer un intérêt pour continuer. Et l'intérêt n'est pas forcément un intérêt financier parce que nous parlons de volontaire, mais l'intérêt c'est vraiment créer une situation côté que volontaire soit capable de jouer nos certificats qui habilitent là le travail après ça avec une nouvelle spécialité. C'est créer une situation côté que par exemple il est capable de jouer des avantages sociaux qui permettent lui lorsqu'il est en activité comme volontaire, lui protéger par rapport à l'action que l'a fait. Donc son travail de longue haleine, c'est un commencement. Nous déjà mettons balises à travers le programme ça, mais nous allons continuer pour nous capables de créer ça et les cadres légaux volontariat en Haïti. L'activité de ce matin s'inscrit dans le cadre du renforcement du système national de gestion des risques et des désastres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une activité dans laquelle le PNUD nous a accompagnés avec le financement de l'Union européenne et le cœur de l'activité a été au fait l'augmentation de la capacité de l'activité des volontaires à l'échelle nationale. Certainement, l'activité a eu un focus sur les brigadiers de la protection civile par rapport à leur action et surtout avec leur statut, qui est un statut de volontaire que nous voulons au niveau de la protection civile renforcer, encourager et justement garder. Donc, ceci a été le fruit d'une réflexion, comme j'ai dit tout à l'heure, entre la Croix-Rouge haïtienne, les Scouts et Guides d'Haïti, le programme des Nations Unies des volontaires qui ont une grosse expérience en termes de volontariat. Donc, ça a été une mise en commun. On a dégagé des grandes lignes, les grandes idées et aussi les grandes expériences de ces diverses agences pour pouvoir déjà tracer le canevas du cadre du volontariat en Haïti par rapport au système national de gestion et de risque et de désastre. Il y a eu à peu près 1600 volontaires à être formés et on a quand même eu un taux de succès de 80%, 89% de ces volontaires. Quand même, on a quand même eu une déperdition. Il y en a qui ont abandonné en cours de route, il y en a qu'on a dû perdre pour plusieurs raisons. Donc l'idée de l'activité, ça a été justement de comprendre les raisons de cette déperdition et pour pouvoir tracer et pouvoir prendre des mesures afin d'éviter justement. Avec notre coopération bilatérale, nous pouvons faire le mieux pour donner notre coup de main pour appuyer le développement de la République d'Haïti et le bien-être du peuple haïtien. Comme prévu, le ministère de l'Éducation nationale, par l'intermédiaire du directeur de l'enseignement secondaire et celui des ressources humaines, a procédé hier à la remise symbolique des copies des lettres de nomination des 180 étudiants finissants de l'école normale supérieure et qui ont bouclé leur stage dans les écoles publiques. Elles ont été remises à la direction de l'ENS et 3 représentants des étudiants. Le directeur de l'enseignement secondaire, Maxime Mézias, s'est félicité de ce que le MNFP a pu enfin honorer cet engagement envers les étudiants. Pour sa part, le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale a annoncé que désormais toute nouvelle nomination dans le système sera effectuée suivant les procédures établies par le décret de 2005 et l'arrêté de 2013 sur le statut de la fonction publique. Cette décision met ainsi en cause l'accord signé entre l'ENS et le MNFP. Écoutez les déclarations de Maxime Mézias suivi de Joseph au micro de Réginald Aurélus. Je dis au nom du ministère, on a procédé à une remise symbolique ensemble de lettres que le ministère de l'Éducation nationale a promis si le finissant l'école normale. Le cadre accord qui était signé entre le ministère et l'école normale, ça a gagné quelques années. Donc je dis à la première et remise systématique faite par la direction départementale de l'éducation. Côté, gagné des étudiants finissants qui étaient choisis à le faire cours dans l'école. Donc lettre là, il a donné la direction départementale là, dans ça concerne chaque. Au nom ministère, au nom directeur général du ministère, au nom de direction enseignement secondaire, monsieur le sénateur de l'école normale, je vous remets les lignes. Alors, on vous rappeler que il y a 180 étudiants de l'école normale supérieure qui étaient doués gagner la nomination le matin et qui ont gagné. Il est parti comme ça. Pour NIP, nous avons 24 lettres. Pour Sud-Est, nous avons 21 lettres. Pour Centre, nous avons 15 lettres. Pour Nord, nous avons 3 lettres. Pour Nord-Ouest, nous avons 4. Pour Antibonite, 29. Pour l'Ouest, 81. Pour Grandance, 3. Pour Sud, 6. Qui globalement totalisé 180. Même je voulais préciser tout que le décret du 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, il fait obligation à toute fonction publique là pour que
accès à un emploi de la fonction publique, il passait nécessairement par un concours. Et dernier arrêté de 2013 là, il mettait beaucoup plus d'accent sur ça. Alors, je veux dire, je vais porter précision ça pour dire que il y a toute nomination, tout accès à l'emploi de la fonction publique, pour quel que soit étudiant qui est dans la faculté d'État ou bien étudiant qui est dans la faculté publique, tout le monde en général a passé par un concours. À bon entendeur, salut. Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénan-Cadet, s'est réjoui lui aussi de la remise des lettres de nomination aux étudiants. Il a annoncé l'adoption d'un ensemble de dispositions avant la prochaine rentrée des classes en vue de résoudre les problèmes les plus urgents auxquels fait face le secteur éducatif, mettant en garde contre toute nouvelle intégration dans le système sans lettre de nomination. À Panelas Borgelin, qui s'exprimait au nom des étudiants, n'a pas caché sa satisfaction. Il a exhorté le ministère à respecter l'accord signé avec l'ENS sur l'intégration des étudiants finissant dans le système éducatif après leur stage. Parallèlement, des dizaines de directeurs d'école affiliés au PSUGO ont organisé un sit-in devant l'annexe du ministère de l'Éducation nationale à Delma 83 hier. Ils entendaient continuer d'exiger du ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Josué Agénan-Cadet, le respect de ses engagements vis-à-vis d'eux. Ces directeurs d'école menacent de bloquer les examens officiels de la 9e année fondamentale et de la philo si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Les responsables des projets FID de Feature Haïti Changer la vie plantaire de l'USAID et modernisation des entreprises et filières locales en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et la Banque nationale de crédit ont procédé hier au lancement d'une table ronde de 2 jours autour de l'amélioration de l'accès aux produits financiers dans le secteur agricole en Haïti. Selon le directeur du projet FID de Feature Haïti Changer la vie plantaire, Jean-Robert Estimé, ces assises visent à renforcer et à améliorer la production agricole en Haïti à travers le financement des entreprises agricoles et agro-industrielles. Écoutez ces précisions au micro de Lovely Stanley Luma. Nous réfléchissons pour nous voir qui genre tout le monde qui a besoin de crédit à de meilleures conditions, parce que sans crédit, sans financement, eh bien agriculture pas qu'à avancer. Donc c'est ça, son table ronde pour avoir une discussion et de même espérer que nous avons des conclusions et des recommandations que nous avons proposées au ministère de l'Agriculture et par exemple Banque nationale de crédit qui sont sponsors avec l'USAID de table ronde ça. Alors pour les bagailles, il y a une association, une coopérative qui peuvent présenter besoin. Parce que souvent, on ne connaît pas tout ça à faire. Il y a une usine, il fait du riz, il fait mamba, il transforme maïs, il y a des choses à faire. Donc, il y a besoin d'argent pour développer, pour acheter, pour vendre, pour acheter équipement, acheter tracteur, acheter serre, acheter silo. Donc, il y a besoin d'argent. Donc, il faut l'expliquer ça. Et puis, après-midi, c'est banque avec institutions financières, c'est eux-mêmes qui peuvent proposer des solutions. Donc, pour bien ça, il y a la demande, on bien l'offre après-midi. Puis demain, nous allons ensemble essayer de joindre l'autre bagaille, l'autre outil, l'autre service que banque ont fait pour offrir par les agriculteurs pour être capable de progresser, pour avoir plus d'argent pour financer l'activité. Qui ça continue l'USAID dans ce cas? D'abord, pour soutenir le gouvernement, parce que le gouvernement a développé l'agriculture, c'est une excellente chose. Et donc, nous-mêmes, nous, derrière le ministère de l'Agriculture, avons appuyé lui pour justement nous joindre des solutions pour développer production et puis transformation agricole et commercialisation. Nos mécanismes de garantie, c'est pas on a proposé à nos gouvernements et puis institutions. Il a fait ça au nous sommes projets, nous faisons des propositions, nous créons ça des opportunités. Augmenter la production, c'est augmenter ça des productivités agricoles, c'est-à-dire rendement. Parce que nous n'avons pas de terre encore. Donc, petit bout de terre, nous gagnons pour augmenter la production. Pour ça, il faut acheter tracteur, il faut acheter motoculteur, il faut acheter silo, il faut acheter engrais, il faut acheter une bonne barre. Pour acheter ça, il faut que les gens qui travaillent terre, que ce soit individuellement ou bien que ce soit collectivement, ils joignent l'argent. L'argent, dans tous les pays, c'est à travers le crédit. Donc, si on ne peut pas résoudre le problème crédit, on ne peut jamais résoudre le problème augmentation de la production. Principal contrainte secteur assez? Ah, principal, il y a plusieurs. Mais crédit assez, il y en a plus important. Mais manque d'accès à ça, oui, les bons semences, l'eau, encadrement agricole, ça, ce sont des contraintes sérieuses.
on t'a revendiqué un bon bagage parce qu'il y a un chauffeur qui était a conduit mon ménagiste au cap, chauffeur licence périmé, machine monsieur pas gain frein, mal commissariat. Même qui a raison. Et puis c'est moi mettre en prison, je mettre en garde à vue. En tout cas, monsieur a fait jalousie pour ancien petit bouboutli, donc comme si monsieur pas fi encore pas appeler par l'autre nèg. Monsieur malade, Là ça arrive. Charge. Eh ben merci Eddie pour information sportive. Merci Dabous, bonne journée tout le monde. Voilà, plus tard. Voilà, on va observer une nouvelle pause dans ce journal. Au retour à la page invitée du journal, Valérie Numa reçoit ce matin le sénateur Evalia Beauplan, président de la commission Affaires étrangères du Sénat de la République. Il préside également la commission